Bonjour et bienvenue donc au webinaire du 27 mai 2021. Alors, j'espère que vous allez bien et que tout se passe avec le soleil qui approche. On devient de plus en plus sensible à la belle température, donc j'espère que vous en profitez. Donc, pour ce webinaire aujourd'hui, des petites questions qui m'ont été posées et je vais tâcher donc d'y répondre. Alors, la première question, elle provient donc d'une personne qui me faisait part de est-ce que c'est important que le soleil soit présent lorsqu'on pratique la pleine conscience intuitive? C'est-à-dire que c'est important de sentir effectivement un genre de lumière dans notre cœur. Il y a 3 sens dans la pratique de la pleine conscience intuitive. Il faut vraiment jouer avec. Jouer avec, ça veut dire que moi, je peux le voir. Donc, si je ne le vois pas, je pourrais peut-être le ressentir, ce soleil rayonnant lumineux dans mon cœur, là, ou je pourrais même entendre, c'est-à-dire que je pourrais avoir l'impression que le soleil rayonnant lumineux me parle. Donc, il y a une présence qui est là, où je l'entends, j'entends sa chaleur, j'entends son rayonnement. Donc, il faut vraiment se rappeler finalement que les sens vont nous donner de l'information, et ça peut être visuel, auditif ou sensitif. Donc, ça, c'est vraiment bien important de jouer là-dessus. Et si l'autre élément important là-dedans, c'est l'intention. Est-ce que moi, parce que finalement, si je fais une pratique intuitive, puis je veux vraiment ressentir mon cœur très fortement, ben, je suis dans une position de passivité. J'espère que je vais ressentir mon cœur très fortement, parce que ça va me donner l'impression que je vais pouvoir faire une meilleure pratique de la pleine conscience intuitive. Et en ayant cette attitude-là, ben, quelque part, je me mets sous tension et je suis dans une position de passivité parce que je demande à mon corps de me montrer clairement que le soleil est présent. En tout cas, quand je reconnais que je suis un créateur, je joue avec le pouvoir de l'intention. Le pouvoir de l'intention, c'est que je peux avoir l'intention que mon cœur soit présent, que mon soleil rayonnant lumineux soit présent. Et c'est là que je commence à comprendre effectivement que cette position de créateur, finalement, me permet de jouer avec mes perceptions et en jouant avec elles, j'établis une genre de discussion, de communication entre ce que je suis et ce que mon corps me montre, me dévoile. Et à travers cette discussion-là, on ouvre la porte vraiment à la pleine conscience intuitive aussi. Donc, l'idée là-dedans, c'est de ne jamais trop être passif et de ne jamais être trop actif. C'est donc de trouver un mode de communication, un peu comme si quand je suis avec quelqu'un et que je veux parler avec cette personne-là, je vais lui dire bonjour et je vais commencer, je vais m'arrêter puis je vais lui dire comment ça va. La personne va me répondre ou pas. S'il y a une réponse, mais initialement, il y a une discussion qui va en résulter. Alors, c'est ça qu'on cherche à faire dans la pleine conscience intuitive. Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question, à Nathalie qui me posait cette question-là. Est-ce que c'est bon? Tu peux me répondre par chat ou par vidéo, comme tu souhaites. Ben, oui, mais... Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à ce qu'il me vienne. Ben, c'est juste que ça a amené une question Oui. de est-ce que mon cœur est fermé? C'est juste ça a fait émerger cette question-là. Parce que le cœur, je vois avec la technique de l'écran, pour moi, c'est plus facile. Les images apparaissent plus facilement. C'est juste que cette technique-là m'a fait poser cette question-là, de me dire, ben, c'est-tu aussi à cause que mon diaphragme est comme bloqué, puis ça ne circule pas? C'est des questions, c'est mon mental qui pose ces questions-là. C'est des très bonnes questions. C'est des très bonnes questions, puis ça met en évidence une chose qui est vraiment reliée à notre façon de penser. Est-ce que mon cœur est fermé? Alors, c'est une question qui est justement fermée. Hein? Est-ce que mon cœur est fermé? S'il est fermé, bon, il est fermé. Si on revient avec la notion de pouvoir de l'intention, ou le pouvoir créateur qui est relié à la pratique de la pleine conscience intuitive, je reconnais que l'état de fermeture que je peux percevoir en moi dans mon cœur est un état. Cet état-là peut être modifiable. Ça veut donc dire quelque part que par le pouvoir d'intention, je peux donc générer un mouvement dans mon cœur qui va se modifier. Et c'est important de bien comprendre cette notion-là parce que quand on dit mon cœur est fermé, mon plexus solaire est perturbé, ce ne sont que des états. Ça veut donc dire que dans la pratique de la pleine conscience intuitive, ces états-là peuvent se modifier. Donc, si on dit, OK, mon cœur est fermé, ben, je peux lui demander pourquoi il est fermé, puis je peux lui donner tout ce dont il a besoin pour qu'il ne soit plus fermé. Donc, on n'est plus dans ce mode de fermé. On est dans un mode de processus de. C'est-à-dire que l'état de fermeture qui est en moi peut changer parce que par le point d'intention, je peux créer un état d'ouverture pour que mon cœur puisse être présent à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est plus clair pour toi. Oui, comment tu le formulerais, toi?
comme mettons, OK, là, moi, je ressens comme s'il ne se passait rien. Fait que là, moi, j'interprète en disant, mon cœur est peut-être fermé, mais pour dynamiser ça, ça serait de lui dire, euh, Ben, tu vois, ça va? Comment ça va? ben, exactement. Mais j'allais dire, dans ta question, ta réponse, c'est-à-dire, est-ce que dans ma disait, est-ce qu'il est fermé, mon cœur? Mais je pourrais lui demander, cœur, est-ce que tu es fermé? Tu vois? Et là, on est en train d'établir une communication. C'est-à-dire que je suis dans un mode, tu sais, le mode fermé. Le mode fermé, c'est moi avec moi-même. Et quand je m'adresse à mon cœur, je suis dans un mode de relation. Je suis en relation avec mon cœur. Et à partir du moment que je suis en relation avec une facette de mon corps, je suis en discussion avec elle. Et c'est ça, quelque part, qu'on retrouve dans les êtres humains. Et on pourrait dire une personne, cette personne-là, est-ce qu'elle est fermée à moi? Là, je pourrais me dire dans ma tête. Le plus simple, c'est de lui demander, est-ce que toi, j'ai l'impression que tu es fermé à moi? Est-ce que c'est le cas? Donc, on établit une relation, puis ça nous permet de nous sortir d'une réflexion intellectuelle qui est fermée. Et on sait qu'avec la physique quantique, ce qui a été beaucoup mis en évidence avec la physique quantique aujourd'hui, c'est que notre corps n'est pas quelque chose de fermé. On n'est pas isolé à quelque part de l'extérieur. On est en étroite relation d'un point de vue vibratoire, subtil, énergétique. Donc, à partir du moment qu'on comprend ça, ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, je ne suis pas fermé uniquement dans ma tête, je suis en état de relation avec tout mon corps et que l'imaginaire devient le véhicule me permettant de voyager avec toutes les cellules de mon corps et tout ce qui se passe dans mon corps au niveau des mémoires personnelles, des mémoires provenant de mes ancêtres. Et on sait qu'avec l'épigénétique, on reconnaît que les gènes sont modifiables. Donc, on remet en question plein de notions qui étaient rigides, qui étaient figées dans notre conscience, et ça mène inévitablement donc une transformation dans notre regard sur nous-mêmes. Et on comprend finalement qu'à chaque jour, on peut s'accompagner dans un processus d'évolution où on peut rester figé. Figé, ça veut dire quoi? Ça veut dire accroché à notre passé, accroché à des habitudes, à des comportements à lesquels on s'identifie et qui nous donnent l'impression que c'est ce que nous sommes. Alors que finalement, ce que l'on est, c'est quelque chose qui bouge et qui est en évolution constamment. Et que si on est capable de reconnaître cette mouvance-là autour de soi, on donne l'opportunité à notre corps d'être lumineux, en fin de compte. Parce que la lumière se manifeste à travers le processus de la vie que l'on lui accorde. Mais si on empêche ce processus de vie de se manifester, on devient figé. Et figé, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement prisonnier de l'espace-temps. C'est-à-dire prisonnier de notre passé, finalement, qui fait qu'on répercute et qu'on reproduit le passé qu'on connaît de soi pour ne pas accéder au présent et au futur, le potentiel futur qui est en soi finalement. Et c'est ça un peu que la pratique de la pleine conscience intuitive met en évidence, c'est comment je peux m'accompagner dans le processus d'évolution, me permettant d'évoluer et d'arriver justement à m'actualiser en tant qu'être humain. Est-ce que c'est plus clair pour toi? Oui, c'est plus clair. Puis, par rapport à ça, parce que, tu sais, je repense, par exemple, il y a des journées où ça circulait puis j'avais des réponses, tout ça. Mais je me rappelle dans le parc, là, je me suis installée, puis ça a duré 45 minutes, puis il ne se passait rien du tout, que j'entendais pas, que je ressentais rien. Fait que je me disais, bon, c'est comme ça aujourd'hui. Mais ce que j'ai entendu tantôt, c'est dynamiser. Pour dynamiser ça, quand il ne se passe rien, c'est difficile de dynamiser quelque chose qui ne se passe rien. Oui, mais encore là, tu dis rien. Mais qu'est-ce que c'est que le rien? Hein, il y a des gens qui vont me dire, il ne se passe rien, c'était silencieux. Ah, ben, tu pourrais questionner le silence. Tu vois, le rien, finalement, est un état aussi. Le rien est un état chez toi qui n'est pas le même que chez moi. Moi, le rien peut vouloir dire quelque chose. Toi, pour toi, il veut dire autre chose. Donc, si tu es capable de reconnaître que ce rien-là est un état, ben, tu peux discuter avec le rien. Et dire, ah, ben, c'est drôle qu'il ne se passe rien. Qu'est-ce que tu as à me dire? Rien. Alors déjà, dans un processus de communication avec quelque chose que tu reconnais comme un état que tu ne peux pas définir comme clairement ce que c'est. C'est un peu comme le principe du chaos. Le chaos, on dit, c'est chaotique ici. Mais la physique quantique a encore mis en évidence que l'état chaotique, c'est un état qui était organisé, mais qui n'était pas compréhensible pour l'être humain. Ça veut donc dire finalement que moi, quand j'expérimente le rien, bien, le rien, c'est un état que je ne suis pas capable de percevoir, tout simplement. Et que si je prends le temps de discuter avec lui, je peux lui donner l'opportunité de devenir de plus en plus clair pour moi. Et là, ça devient intéressant aussi. C'est ça, cette position de pleine conscience intuitive. C'est vraiment la position où j'accède à quelque chose qui m'est inconnu parce que je me mets dans une position de témoin et le témoin accepte que le processus intelligent, qui est relié donc à cette interaction imaginaire, puisse s'exprimer en moi et puisse interagir avec moi pour élever mon champ de conscience. Ça, c'est ça un peu l'idée de ça. Bien, ce que je comprends, c'est d'être à l'écoute de ce qui est là.
Exactement. rien, ou si c'est la sensation de fermer, bien, cet état-là me permet, si j'accepte ce qui est là, je peux questionner qu'est-ce qui est là, puis que ça se transforme. C'est ça. Maintenant, le questionnement, c'est la discussion que j'ai avec l'information. Maintenant, même si j'ai pas, admettons que j'ai pas d'information, si le rien est là, je lui parle, il ne se passe rien. Mais je pourrais lui demander à ce rien-là, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Si le rien ne me répond pas, je pourrais me dire, ben, tiens, moi, j'aurais envie d'envoyer quelque. Je sens que ce rien-là, ben, il me rend triste. Donc, j'aurais envie, à quelque part, d'envoyer de la joie. Alors, tu vois, c'est là qu'on commence encore une fois à un petit peu plus forcer la discussion. C'est un peu comme si je rencontre quelqu'un à qui je dis bonjour, puis qui me dit, il ne me répond pas. Ben, je pourrais lui dire, ben, tu as l'air triste, j'ai envie de t'envoyer de la joie, j'ai envie de te transmettre de la joie. Hein? J'aurais envie de te prendre la main et de te transmettre de la joie. Alors, cette espèce d'interaction-là est un peu plus forcée, mais c'est une interaction qui permet, encore une fois, à ce que la perception puisse s'exprimer et puisse établir une relation avec moi. Et si ça ne se produit toujours rien, ben, je pourrais simplement me dire, mais tiens, je vais me faire un soin. Je vais faire un soin. Je ne sais pas ce que signifie ce vide-là, mais je pourrais me faire un soin, je pourrais envoyer de la lumière tout simplement, puis voir ce qui se passe. Alors, tu vois qu'en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer, sans doute? C'est qu'il va y avoir à un moment donné une manifestation. C'est-à-dire que si tu donnes de l'énergie au rien, bien, c'est normal que le rien se transforme, qu'il y ait des modifications, des perceptions visuelles, auditives ou sensitives qui vont te donner accès à d'autres choses que ce rien-là. Et c'est ça qui va établir la communication, tu vois. Alors, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas dans une position passive dans la pleine conscience intuitive, mais non pas dans une position non plus trop active. On cherche à avoir cette position d'interaction avec l'information pour qu'il y ait un échange qui prend forme. Et c'est cet échange-là qui va permettre de faire émerger quelque chose qui n'était pas accessible auparavant. Tu vois? C'est plus clair? Oui, ben, ce que je comprends, c'est que l'écoute peut amener une ouverture, puis si ça ouvre pas, moi, ça se peut que quelquefois ça ouvre pas, puis qu'à travers ça, je puisse me faire un soin, envoyer de la lumière là-dedans, Ou ça déprogrammer. va amener une transformation ultérieure. Ouais. Tu as un petit morceau que tu oublies, c'est la dépression qui est qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans les médias, dans lesquels je peux, encore là, avec bonne intention, créer ce que mon corps me demande. Je reviens là-dessus parce que cette notion-là est plus des fois difficile à comprendre parce que c'est un peu comme le principe de la prière. Il y a des recherches qui ont démontré, par exemple, qu'on pouvait influencer des plantes à distance simplement par une forme de pensée bienveillante, une genre de prière bienveillante où on avait des pensées positives envers une plante qui était très, très lointain là. Et il y avait donc des appareils qui mesuraient les bienfaits que cette plante-là, comment la plante réagissait à ces pensées bienveillantes-là. Puis parallèlement à ça, il y avait une autre plante qui avait des pensées très neutres qui lui étaient adressées. Et puis, ils ont observé que la plante qui recevait des pensées bienveillantes avait une croissance nettement supérieure à celle qui ne glissait de rien de spécial. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une pensée bienveillante ou une pensée simplement où je crée quelque chose qui répond à un besoin que mon corps me manifeste, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie qui a une forme d'intention psychique que je vais créer dans mon véhicule imaginaire et que je vais envoyer à la région en question. Et que cette forme de prière-là, quelque part, elle a donc une capacité de transformer à un niveau cellulaire des informations qui sont présentes en moi. Et ces transformations vont m'amener progressivement à me rendre compte que si j'envoie ces informations nouvelles, bien, de nouvelles informations vont se manifester à moi. Et c'est là que le dialogue va commencer à prendre forme de la même façon. Alors, c'est important cette notion de déprogrammation parce que quand on comprend bien la déprogrammation, on comprend qu'il est possible de voyager dans notre histoire personnelle, donc nos passés, notre passé, pour interagir avec notre passé, pour le transformer. Le transformer pourquoi? Mais pour nous connecter avec de nouvelles façons de voir notre monde. Par exemple, si je me suis senti abandonné quand j'avais 5 ans, mais cette déprogrammation peut me donner accès à un nouveau potentiel en moi. C'est-à-dire que plutôt que je m'identifie au fait que j'ai été abandonné et que je serai toujours, ben le fait que de déprogrammer cet état émotionnel d'abandon ben, puisse me donner accès à de nouvelles informations qui vont émerger en moi, qui vont me faire comprendre qu'aujourd'hui, je me sens abandonné parce que je ne m'assume pas, parce que je ne communique pas, je ne dis pas ce que je ne veux pas aux gens autour de moi. Donc, ça va me mettre en contact avec une solution qui va venir finalement emmener une transformation, me sortir du passé pour accéder à un présent
qui va me solutionner par rapport à un comportement à lequel je m'étais identifié et dans lequel je ne voyais aucune solution et dans lequel je répéterais sans cesse constamment les mêmes erreurs. Donc, tu vois que la notion de déprogrammation est vraiment très intéressante et le soin, c'est la troisième étape. Donc, la lecture intuitive, c'est le questionnement. Déprogrammation, c'est cette capacité de générer un besoin que le corps me manifeste. Et le soin, c'est d'une transmission de lumière. Tu vois la différence? Parce que donc la déprogrammation, c'est donc une intention dans laquelle on met un contenu psychique dans une certaine forme de véhicule, dans un support imaginaire, finalement, que je vais envoyer à mon corps avec une intention claire que j'envoie ce que j'ai envie d'envoyer à mon corps. Et dans le cas du soin énergétique, c'est vraiment un soin énergétique. Donc, je vais partir avec l'idée de mon cœur qui peut transmettre cette lumière-là et mes mains, et dans lequel je vais chercher justement à faire une action énergétique, qui n'est pas tout à fait la même chose. Je ne sais pas si tu vois la nuance entre les deux et les trois. La nuance, c'est qu'il y en a une qui est plus orientée pour faire un soin, puis l'autre, c'est plus comme aller dans une fenêtre spécifique de notre passé pour reprogrammer. Oui, puis par exemple, l'idée des guérisseurs. Il y a des guérisseurs qui sont, par exemple, des gens qui font du Reiki, du magnétisme, ou des guérisseurs tout simplement, qui vont dire, ben moi, je travaille avec la lumière. C'est-à-dire que je me mets en liaison avec la terre, le ciel, et je transmets la lumière. La lumière, je la transmets sur moi, je la transmets à un partenaire, et ça me fait du bien, ça me régularise. Ça, c'est vraiment la notion du soin énergétique. Il y a certains types de guérisseurs qui vont plutôt chercher, eux, à utiliser le pouvoir de la pensée. Le pouvoir de la pensée, c'est qu'ils vont simplement, par exemple, se mettre en connexion avec un genou et ils vont chercher justement à développer une pensée guérisseuse sur le genou avec une intention de dire, ben voilà, le genou, je le sens perturbé dans telle région. Et ce que je vais chercher à faire, moi, c'est donc de chercher à donner au genou une image de guérison dans laquelle mon genou est parfait, par exemple. Tu vois? Alors déjà, il y a une question d'une nuance entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a des guérisseurs qui vont uniquement utiliser l'énergie, qui n'ont pas le pouvoir, qui n'intègrent pas le pouvoir de la pensée, le pouvoir guérisseur de la pensée. Ils n'intègrent pas nécessairement la notion du pouvoir d'intention. Ils vont plus mettre en évidence cette notion énergétique. Donc, ce sont des gens qui vont transmettre de la lumière. Et cette lumière-là n'est pas animée par une forme d'intention particulière, sauf celle d'être bienfaitrice, etc. Alors que quand on utilise donc le mental nous permet, lui, de donner au corps tout ce dont il a besoin. Et c'est là qu'il y a une différence entre les deux. Déprogrammation et soins sont vraiment ces deux distinctions-là qui sont à faire. Et évidemment, la lecture intuitive va servir à quoi? Mais de devenir conscient que qu'est-ce qui se passe pendant que je fais une déprogrammation, pendant que je fais un soin, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans le corps de mon partenaire. C'est-à-dire qu'il y a donc une réaction qui va en résulter, tant dans le soin que dans la déprogrammation. Et le questionnement, la lecture intuitive va me permettre d'arriver à comprendre la raison d'être de ces perturbations-là, de ces transformations-là, et ça va me permettre de m'accompagner dans une démarche de soins quelle qu'elle soit. Tant dans une démarche énergétique, donc de santé physique ou énergétique, ou dans une santé psycho-émotionnelle, dans mon histoire personnelle, mémoire familiale, mémoire d'autres vies, ou encore dans une démarche plus spirituelle. Tu vois? Et dans les trois cas, ben, on va chercher justement à établir une relation plus juste avec soi de cette façon-là. Ben, la semaine passée, je suis allée voir ma mère. C'est comme elle a une main comme ça. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis ma main sur sa main pour écouter ce que la main avait à dire. C'est surprenant que si tu mets vraiment en contact le corps de l'autre, ça parle. Mm-hmm. Mais là, moi, le problème que j'ai rencontré dans cette situation-là, c'est que moi, j'entends, puis je dis à haute voix qu'est-ce que j'entends. Puis là, ben, ma mère elle reste comme ça, comme si elle était déconnectée de ce que moi, j'entends. Elle n'est pas consciente de ce que moi, j'entends. Ouais, comme si ma main, elle ne répond pas. Ma main, elle ne m'écoute pas. Ma main, elle me contrarie. Ma main. C'est comme la prochaine étape, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Mais même si moi, je parle, même si moi, je demande ça à sa main, elle n'arrive pas à le faire d'elle-même. Oui.
Mais que tu vois, là, ça touche encore une fois toute la notion de la guérison. Hein. Le thème de la guérison, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va voir un guérisseur, pourquoi en général? On va voir un guérisseur, la pensée des gens en général, malheureusement, c'est de dire, ben, moi, je vais voir un guérisseur, je vais me coucher sur une table, puis il va me guérir. Je n'aurai rien à faire. Il va me guérir, tu vois? Donc, toi, ce que tu ne comprends pas dans ta position, je dirais, c'est de dire, ben moi, je me mets dans une position de guérisseur, puis je m'attends que, parce que je comprends des choses de ma cliente, de ma mère, finalement, qu'elle va se réveiller, puis qu'il va y avoir une guérison qui va en résulter. Alors, il y a eu des approches comme ça, par exemple, en biologie totale, je ne sais pas si ça dit quelque chose. La biologie totale, c'était une démarche qui est d'abord et avant tout été développée par Hammer, qui est un Allemand, qui avait développé la médecine nouvelle. Et lui avait identifié que les gens avaient des lésions au niveau du cerveau, c'est-à-dire qu'il partait du principe que les gens qui étaient atteints d'une maladie avaient des conflits biologiques. Et ces conflits biologiques-là pouvaient être observables dans des scanners au niveau du cerveau. On voyait des petites fissures, ces choses comme ça. Et beaucoup de gens disaient que c'était que des artefacts, c'est-à-dire des erreurs finalement de la photographie. Mais lui, il disait non, non, c'est vraiment des conflits biologiques qu'on voit sur le scanner. Et ces conflits biologiques-là, on doit on doit aider les gens à devenir conscients de ces conflits-là pour amener des transformations. Et Hammer, donc, avait développé toute cette médecine-là, qui était très controversée, ce mec-là. Mais ensuite, en France, ça a été repris par Claude Sabat et plusieurs autres médecins. Puis ça a eu un gros mouvement en France, ça a été très populaire, ici un peu moins, au Québec, là, au Canada, moins, mais en France, ça a été très populaire jusqu'à ce que tout récemment, il y ait un scandale, bon, qu'on identifie comme étant que c'était pas sérieux, etc. Mais ce qui était intéressant là-dedans, c'est qu'eux partaient du principe que parce qu'ils révélaient à la personne la cause de la maladie, ben, il y avait un processus de guérison qui en résultait. Sauf qu'il y avait un manque d'encadrement parce que c'est pas vrai que parce que je dis à quelqu'un la cause de sa maladie, que la personne va se guérir. Donc, il y a de soins, question de comprendre les choses. Tu comprends? Moi, quand je te dis, c'est important de questionner. T'sais, moi, je lui ai dit de lui parler à sa main, d'établir un contact avec sa main, que sa main, c'était elle. T'sais, je lui dis d'établir un contact avec sa main. Mais quelqu'un qui n'est pas familier avec ça, de parler avec son corps, c'est pas facile pour que ça ouvre parce que c'est comme un mécanisme de protection. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que... protection qu'elle a comme ancrée dans son corps. On est en 2021. La relation que l'être humain a avec l'intuition est très, 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 très bon niveau. Là. La collectivité humaine a une relation avec l'intuition qui est à un niveau très, 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 très bas. Donc, ce que tu demandes à ta mère, qui est d'une autre génération en plus, c'est révolutionnaire. Même pour une personne de ton âge, de ta génération, et même des gens plus jeunes que toi, cette demande d'ouverture vers l'intuition est une démarche à quelque part qui n'est pas du tout commune. Elle commence tout doucement à devenir de plus en plus acceptable, mais ça va prendre encore bien des années avant que l'intuition devienne quelque chose qui soit beaucoup plus dans les mœurs. Donc, ça veut donc dire que tu as éduqué ta mère pour être capable, à ce qu'elle soit capable de se rendre réceptive à ça. Et l'autre problème que tu as avec ta mère, c'est qu'elle a des problèmes cognitifs. Donc, inévitablement, ça augmente le niveau de problème, le niveau de difficulté que tu pourrais avoir. Tu vois? Mais c'est encore surprenant. Moi, il y a une affaire que je pourrais te dire que j'ai découvert, c'est que l'être humain emmagasine ou retient beaucoup plus les expériences où il y a une émotion forte. C'est-à-dire que moi, tu sais, quand je voyage dans mon passé, dans les images que j'ai dans mon corps, j'ai des images qui me reviennent continuellement. Puis là, je me dis, ah, c'est drôle, ces images-là me reviennent, puis il y en a d'autres qui ne reviennent pas du tout. Ces émotions-là que j'ai vécues sont tellement fortes que je suis capable de les capter encore parce qu'il y avait une intensité émotionnelle dans ces événements-là qui fait que mon corps l'a comme retenu, puis il est comme emmagasiné vraiment assez pour que je le retienne, pour qu'il se remanifeste. C'est pas toujours des traumatismes, là. Des fois, c'est des beaux souvenirs, mais que ce soit la joie, la colère, ces émotions-là qui sont comme incluses dans le souvenir qui se manifeste, correspondent souvent à des émotions fortes, à une expérience vécue qui fait que mon corps le retient. Oui, puis les neurosciences ont démontré un petit peu qu'est-ce qu'elles mettent en évidence aujourd'hui, c'est que ce
ce déferlement d'images que tu décris, ce sont des connexions de neurones, hein, quelque part, qui se font au niveau de ton cerveau. C'est-à-dire que la façon que ton cerveau fonctionne, c'est qu'il y a une série d'informations qui se mettent en branle, et cette série d'informations sont des images que toi, tu vas percevoir. Donc, ça te permet de voir les circuits neuronaux, en fin de compte, que tu as établis et qui font quelque part que tu es devenu ce que tu es devenu. Et c'est pour ça, quelque part, que quand on parle de décodage intuitif, de déprogrammation et de soins, c'est l'interaction avec ces informations-là pour apprendre justement à te donner accès à de nouveaux réseaux neuronaux. Et ces nouveaux réseaux neuronaux, de quelle façon ils vont prendre forme? C'est à travers donc la compréhension des réseaux qui se sont mis en place jusqu'à maintenant, d'arriver à déprogrammer pour te donner accès à des potentiels évolutifs qui sont en toi, mais que tu n'as pas accès. Et ça met en évidence beaucoup la notion, encore une fois, du cerveau quantique, c'est-à-dire que de plus en plus aujourd'hui, les scientifiques reconnaissent que notre cerveau n'est pas là, il n'est pas juste dans notre cerveau, il n'est pas juste dans notre cœur, il n'est pas juste dans notre ventre, hein, parce qu'on parle de 3 cerveaux actuellement, mais on reconnaît en plus qu'il existe un cerveau quantique. Le cerveau quantique, c'est le champ énergétique, c'est l'aura. Et ce cerveau quantique-là, quelque part, qu'est-ce qu'il met en évidence? C'est que, en tant qu'être humain, j'ai une somme d'informations potentielles qui sont en moi, et que les réseaux qui se sont construits dans mon cerveau sont étroitement reliés à ce que j'ai compris jusqu'à maintenant. Sauf que dans ce cerveau quantique-là, il y a la somme des potentialités qui sont là. C'est-à-dire que moi, en travaillant sur ce cerveau quantique-là, je peux accéder à des potentiels évolutifs que je n'ai pas eu accès jusqu'à maintenant parce que je m'étais identifié à des expériences de vie limitatives qui me font répéter des expériences. Donc, c'est là que la déprogrammation devient très intéressante parce qu'elle me donne accès à de nouveaux potentiels évolutifs qui me permettent de créer de nouveaux réseaux neuronaux. Et les soins énergétiques, ils vont consolider ça aussi par le potentiel de transformation qui vient avec. Et c'est là qu'on commence justement à créer le changement, tu vois. Moi, je te dis ça, Sylvain, je trouve ça intéressant tout ce que tu me dis parce que je vois que ma mère, même si elle a des problèmes cognitifs, est capable de me reparler des souvenirs qu'elle a vécu quand elle est venue dans le Nord. Tu sais, elle va me parler de façon hyper précise quand elle était assise sur le terrain et qu'il y avait des oiseaux. Elle va me parler des affaires hyper précises. Et quand, mettons, j'ai mis ma main sur sa main, puis que j'ai comme juste laissé parler, là, elle dialoguait avec ce que je disais. Ah oui, tu sais, j'ai trouvé ça bien difficile, là, tu sais, quand il y avait des gens qui rentraient dans ma chambre, puis ah oui, j'ai trouvé ça bien difficile que mes affaires, j'ai plus accès à mes affaires, puis que tu sais, que les choses disparaissent, puis ah oui, j'ai trouvé ça bien difficile. Puis toutes les choses que je nommais, elle répondait à ça. Elle répondait pas à sa main, elle répondait à moi, mais moi, je faisais juste le lien entre ce qu'elle a vécu puis ce que la main a emmagasiné, tu sais. Ouais. Fait que tout ce qui est dans sa main, c'est ce qu'elle me dit, elle, tu sais. Oui, mais c'est là que la programmation devient intéressante aussi, même pour ta mère, c'est-à-dire qu'est-ce que tu aurais besoin aujourd'hui pour justement te libérer de ça, te libérer de cette souffrance-là. Là. C'est vrai que c'est plate, qu'est-ce que tu as vécu, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui ensemble là, pour te libérer de ça, tu vois? Et c'est là, quelque part, que c'est là qu'on aborde la notion de déprogrammation, c'est que dans l'immédiat, et surtout qu'une personne justement qui a des troubles cognitifs, on peut comme les personnes sont moins rationnelles, elle est moins prise par les schémas cérébraux classiques, parce que les schémas cérébraux classiques, il faut bien les comprendre, ils sont dépassés. Les neurosciences de plus en plus mettent en évidence qu'on est dépassé, notre cerveau ne comprend pas quelque part la réalité telle que les neurosciences l'ont comprise aujourd'hui. Donc, on a un déphasage entre la connaissance scientifique et ce que nous, on est capable de comprendre en tant qu'être humain, parce que l'éducation n'est pas encore ajustée. Donc, ta mère, quelque part, ben, elle a la possibilité, justement, parce qu'elle est moins prise par, justement, tous les sens cognitifs qui pourraient la limiter, en quelque sorte, ben, on peut jouer avec l'imaginaire à ce moment-là beaucoup plus facilement. Et c'est là que ça peut être intéressant d'interagir avec elle à ce niveau-là, tu vois, et de l'inviter, justement, à devenir créatrice, de devenir capable, donc, de générer des changements avec des émotions agréables, des sentiments agréables, des pensées agréables, de vraiment nourrir, finalement, son présent avec de nouveaux sens qui la mettent en contact non plus avec la souffrance de ce qu'elle a perdu, mais avec ce qu'elle peut commencer à créer aujourd'hui qui peuvent devenir être des éléments de ressourcement pour elle, en quelque sorte. La seule problématique, moi, j'explore ça avec elle pour l'aider. Je ne sais pas si ça va donner quelque chose, mais ce que je peux dire, ce qui est difficile, c'est quand tu dis « qu'est-ce que je peux faire pour t'aider », c'est qu'une personne âgée qui est en centre d'hébergement,
elle n'a plus beaucoup de pouvoir sur sa vie, tu sais, même si la main lui répond ben, j'aimerais ça récupérer toutes mes affaires, j'aimerais ça que des gens viennent me visiter, j'aimerais ça, ça me ferait du bien que, ben, elle est soumise à un paquet de règles qu'elle n'a pas de pouvoir dessus, tu sais. Ça, je parfaitement, mais tu vois, on dit ça de façon un peu exagérée, mais on est tous dans la même position que ta mère. On est tous limités par plein de choses. Parce qu'on a des rêves qu'on ne pourra jamais réaliser, parce qu'il y a plein de choses qui font qu'on est tout le temps perturbé, puis limité à quelque part, parce que la vie ne nous donne pas accès à tout ce qu'on aurait. C'est sûr que ta mère est dans une position qui est beaucoup plus euh, réaliste, je dirais, par rapport à cette observation-là. Sauf que quand on regarde tous les êtres humains, y compris moi, toi, tout le monde, on est pris par ça. On est pris par cette prison, entre guillemets, qui peut être plus ou moins emprisonné. Même les gens les plus riches ont, à quelque part, sont confrontés à des réalités qui ne leur permettent pas d'accéder à ce qu'ils souhaiteraient aussi. Donc, on est tous pris là-dedans. Donc, c'est là que le jeu de l'imaginaire, c'est de comprendre à quelque part que oui, la vie, c'est un processus, que oui, on a perdu des choses, comme dans son cas de ta mère, c'est que oui, c'est plat. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être fait, considérant la réalité de la situation, qui pourrait l'amener à être plus en paix avec elle-même, plus en paix avec ce qui s'est passé, avec ce qui est vécu. Et c'est là que ça demande de la créativité. La créativité, c'est de voir de quelle façon que, considérant la situation actuelle, on peut trouver des solutions qui vont faire que notre mère, par exemple, va trouver une plus grande paix, un plus grand calme, une plus grande harmonie avec elle-même et avec son entourage, parce qu'elle va trouver des solutions qui vont lui permettre justement de trouver une plus grande paix intérieure en soi. Puis c'est ça un peu qui est le défi de la déprogrammation, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans l'immédiat? Toi, le processus intuitif, c'est dans l'imaginaire que ça se fait. Ce processus intuitif-là, dans l'imaginaire, a pour objectif d'amener un plan d'action dans le concret. Alors, le concret, c'est quoi, par exemple? Mais peut-être qu'elle ne peut pas récupérer tout ce qu'elle voudrait, ta mère, mais peut-être qu'un objet qui est très important, qu'elle pourrait récupérer, qui représenterait tout ce passé-là, qu'elle ne peut pas accéder à complètement. Tu vois, alors, c'est là qu'on commence justement à se rendre compte qu'il y a des actes, on peut dire des actes magiques ou psychomagiques, c'est-à-dire qu'on peut redonner vie à notre passé par un seul objet. Le seul objet, ça va être un objet important. C'est l'objet le plus important qu'elle aurait voulu avoir de tout ce qu'elle a perdu. Cet objet-là est peut-être encore accessible et peut-être qu'on pourrait lui accorder. Le seul objet qui pourrait représenter tout ce passé-là, il en existe peut-être un. Alors, ça, c'est un acte psychomagique dans le sens que pour elle, cet objet-là, qui serait peut-être un objet qui peut paraître anodin pour beaucoup de gens, pourrait représenter un tas de choses pour elle qui représentent son passé. Donc, ça serait une solution, par exemple, tu vois, qui pourrait être une voie intéressante à explorer. Ce que tu veux dire, ce que j'entends, moi, parce que je te parle vraiment parce que je trouve que cette situation-là a fait référence à beaucoup de notions de l'écoute imaginaire. Tu sais, comme moi, je le vis bien intensément, cette situation-là, puis je vois qu'il y a beaucoup de liens. Mais moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que le corps a une intelligence, puis il va manifester des réponses qui vont être adaptées à ce que la personne vit. Puis que c'est possible d'avoir un dialogue aussi avec cette partie-là qui va se manifester. Établir un dialogue avec. Peut-être une personne proche de la mort. Par moi, ça m'est arrivé d'avoir des consultations avec des personnes qui étaient proches de la mort. Et on pourrait toujours dire, ah ben oui, mais on pourrait toujours bien lancer plein d'idées qui sont pas réalistes, hein? Mais quelque part, l'intelligence du corps, quand on se met en relation avec le corps de cette personne-là, on voit bien que cette intelligence-là nous montre quelque part la voie de la sagesse. La voie de la sagesse, c'est que je suis en train de mourir, par exemple, donc je dois me préparer à mourir. Ça, c'est la voie de la sagesse. Je pourrais toujours dire, ben non, je vais me lever, je vais aller partir en voyage, je vais faire telle chose, telle chose. Ça, c'est une forme de situation qui peut être présente, mais qui n'est pas de l'ordre du réalisme. Le réalisme, c'est souvent quand on fait une interaction intuitive avec une personne qui est proche de la mort, par exemple, on va voir quelque part qu'il y a un processus de préparation qui est là, puis qu'à quelque part, son insu, cette personne est en train de se préparer à ça. Donc, souvent, on est en conflit, nous, en tant qu'être humain. Nous, on veut vivre, on veut exister, on ne veut jamais arrêter. Puis, le processus de la vie, bien, quelque part, lui, nous révèle des choses qui peuvent des fois aller à l'encontre de ce que nous, on voudrait. Et l'acte de maturité qu'on a tous à développer, c'est de finalement faire face à la réalité. Dans le cas de ta mère, bien, justement, faire face à la réalité, c'est peut-être là que toi, tu as un rôle à jouer. C'est peut-être de l'aider à comprendre effectivement qu'il y a quelque chose qui est présent à elle, qui pourrait l'amener justement à faire la paix avec ce qu'elle a vécu,
qui pourrait l'amener. Donc, il se disait, ah ben oui, finalement, l'objet en question, il pourrait m'harmoniser à mon passé ou tel objet que je pourrais mettre à tel endroit. Tu sais, c'est de créer quelque part, dans la situation actuelle, une situation qui nous permet d'apaiser tout le passé. Parce que le passé, finalement, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il ne fait que surgir constamment en nous rappelant quelque part ce que l'on a été. Et cette mère, quand elle te dit, je regrette tout ça parce que finalement, j'avais tout ça, puis c'était ça que j'étais, maintenant je ne l'ai plus, ça me fait de la peine. Donc, à quelque part, il y a peut-être un objet qui la ramènerait dans ce passé-là, qui la sécurisait en quelque sorte, et qui lui permettrait donc de plus être dans le deuil de tout ça, mais peut-être au contraire de se dégager en fin de compte de ce passé-là. Tu comprends? Oui, c'est mystérieux encore, qu'est-ce qui peut se manifester, là. Parce que moi, j'ai entendu plusieurs choses quand je me mets ma main sur sa main, mais si je fais ça à chaque fois, à un moment donné, il y a un portrait qui va apparaître, puis... Oui, mais tu en prends beaucoup sur tes épaules. Moi, quand je te dis ça simplement, c'est de simplement interagir avec ta mère en disant, mais maman, y a-t-il quelque chose à quelque part qu'on pourrait faire pour que tu sois plus en paix avec ça? Y a-t-il un objet avec lequel on pourrait t'apporter, puis cet objet-là, quelque part, ça viendrait finalement, ce serait possible, parce qu'évidemment, on est déjà d'accord qu'il y a des règles, donc tu ne peux pas lui proposer tous les objets disponibles, mais il y a peut-être une série d'objets qui sont disponibles. C'est-à-dire faire une liste de tous les objets qu'elle aurait le droit d'avoir dans la maison, dans cet endroit où est-ce qu'elle est. Et de manifester peut-être, il y a peut-être un seul objet qu'elle pourrait avoir, peut-être plusieurs objets qu'elle pourrait avoir, mais en faire une liste et dire, regarde, maman, là, la réalité, c'est ça. Y a-t-il un objet là-dedans qui te ferait plaisir, qui te permettrait de te relier à ton passé, puis qui te donnerait le sentiment quelque part, ben justement, de dire, ben oui, j'ai été ça, puis cet objet-là représente ça. C'est un peu le concept de la baguette magique. On est bien d'accord que ça ne lui donne pas accès à tous ces meubles. Mais tu sais, dans la vie, là, tu sais, il y a des gens qui divorcent dans la vie. Ils ont eu des grandes choses dans leur vie à quelque part. Ils divorcent, se retrouvent dans la rue. Ces gens-là, quelque part, là, ils ont perdu quelque chose aussi, tu vois. Ils n'ont pas le même âge que ta mère. Ce sont des gens qui ont peut-être 30 ans, peut-être 40 ans, peut-être 20 ans, tu vois. Et ces gens-là, quelque part, doivent vivre avec leur passé. Donc, on est tous en train de vivre avec notre passé. Et ce passé-là, quelque part, peut être un obstacle pour évoluer, progresser, où on peut, à quelque part, cheminer avec le passé en reconnaissant qu'on n'est plus rendu au même endroit, puis on peut s'accorder le droit par justement certains objets magiques, hein, de se donner l'impression de dire, OK, c'est un acte de passage. Là, je suis ailleurs, mais j'ai cet acte, j'ai ce mouvement-là, j'ai cet objet-là qui me connecte avec ce que j'ai été. Et ça me fait du bien, ça me sécurise. Je sais que je suis autre chose, je suis ailleurs, là. Je suis ailleurs, je suis en train de progresser, de cheminer ailleurs, mais cet objet-là qui est là avec moi me rappelle qui j'étais et ça me sécurise. Peut-être que pour ta mère, ce serait intéressant d'envisager cette voie-là. Oui, ben moi, ce que je te répondrais à ça, c'est que ben, je peux travailler sur moi aussi, sur le détachement du matériel, parce que je suis tellement liée avec ma mère que quand moi je travaille, que j'apprends à me détacher du matériel, indirectement, ça l'aide. C'est clair que quelque part, ce qui est malsain dans ta relation avec ta mère, c'est ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire que tu veux tellement, parce que ta mère, elle, peut-être que finalement, je dis ça de façon caricaturale, peut-être que finalement, ta mère, elle ne va pas si mal que ça, tu vois. Peut-être que toi, par contre, tu projettes en ta mère plein de malaise, d'inconfort que toi, tu es en toi, et là, tu lui fais porter ça quelque part. Et là, tu veux quelque part l'amener à vouloir se sentir mieux. Et c'est là aussi que la position de témoin est importante dans la pratique de la pleine conscience intuitive ou des coups imaginaires, c'est que la position de témoin, c'est la position où j'apprends, moi, à observer ce qui se passe en moi et de faire un travail sur moi pour apprendre justement à être plus en paix et en harmonie avec moi. Et quand je fais un travail sur un partenaire, je ne suis pas en train de projeter sur mon partenaire plein de choses qui sont des malaises qui sont en moi. Je suis en train d'écouter réellement mon partenaire. Et réellement, mon partenaire, c'est de dire, regarde, partenaire, moi, je peux ouvrir un livre, ton livre de vie en dedans de toi, là. Mais si tu ne veux pas, là, ça ne sert à rien que je l'ouvre. Ça ne sert à rien que moi, je me force à t'ouvrir ton livre de vie si toi, tu n'es pas intéressé à l'entendre. C'est pour ça que dans la pratique de la pleine conscience intuitive, quand on fait un travail sur quelqu'un d'autre, on va toujours demander l'autorisation à la personne consciemment. Ça, c'est important. Consciemment. C'est-à-dire que je lui demande à la personne, tu veux que je fasse une consultation ou pas? Quelqu'un qui vient me voir, bien évidemment, c'est parce qu'elle veut une consultation avec moi. Mais on ne va pas faire des choses à l'insu de quelqu'un. On ne va pas commencer à dire, ah, ben, cette personne a l'air, elle est mal, je vais aller voir ce qui se passe chez elle. Non, on va la rendre consciente, on va l'autoriser, on va lui demander l'autorisation. Pourquoi? Parce que notre devoir n'est pas justement d'être intrusif, n'est pas de faire des choses en encontre de ce que les gens veulent. Les gens doivent participer à leur propre processus de vie et c'est important ça. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui doit être bien compris dans ta relation avec ta mère aussi. C'est-à-dire que toi, tu veux bien l'aider, mais est-ce qu'elle veut bien s'aider elle aussi?
Et que dans ces conditions-là, ben, deux êtres humains qui veulent s'entraider, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils se tiennent par la main, ils se regardent dans les yeux, puis ils se disent, OK, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour qu'on aille mieux, tous les deux? Et ça, c'est quelque chose de guérisseur parce que ça veut donc dire qu'on a une zone de partage. La zone de partage, parce que souvent avec les guérisseurs, le problème, c'est que les guérisseurs, par exemple, vont dire, ben, moi, cette personne-là, je vais la guérir. OK? Elle va guérir. Mais ils ne prennent pas conscience que la personne qui veut guérir, cette personne-là, il faut d'abord avant tout qu'elle veuille guérir elle aussi. Donc, on doit identifier d'abord avant tout le potentiel, la volonté que cette personne-là a de faire un certain cheminement. Et peut-être qu'elle n'en a pas le désir. Moi, je pense à une personne qui me disait quelque part qu'elle n'avait aucun désir de se faire soigner. Elle avait décidé de mourir. C'était correct pour elle. Elle avait fait sa paix avec la vie. Et dans ce sens-là, elle n'avait pas envie qu'on la soigne. Elle avait envie simplement de partir. Donc, tu vois, ce n'est pas toujours vrai qu'on veut à tout prix guérir, tu vois. Alors, je pense que c'est important, donc, dans ces conditions-là, d'être à l'écoute de la relation qu'on est avec quelqu'un pour être capable de cheminer avec cette personne-là pour effectivement qu'il y ait un mieux-être qui puisse être fait à travers un processus de vie qui peut être très positif et très évolutif dans la mesure qu'on partage d'une façon commune un désir d'évoluer et de progresser ensemble en étant conscient de où est-ce qu'on est, chacun d'être dans des étapes différentes de votre vie, mais vous pouvez cheminer, collaborer de façon positive et constructive pour qu'il en ressorte quelque chose de positif et d'évolutif. Et ça, je pense que c'est intéressant à ce moment-là d'envisager comme ça. Surtout quand on parle des liens familiaux. C'est évident que les liens, c'est complexe parce que justement, il y a plein de... Ça trame parce que c'est pas juste toi avec elle, c'est toi avec ta sœur, c'est toi avec tes ancêtres familiaux aussi, les ancêtres familiaux de ta mère. Ça peut prendre une envergure assez complexe. Il y a plein une trame psychique assez complexe qui peut en résulter. C'est évident que dans ce sens-là, c'est pour ça que la position de témoin, c'est une position qui est juste, parce que c'est une position dans laquelle je reconnais que moi, j'ai peut-être le désir de quelque chose, mais est-ce que ça m'appartient, ce désir-là? Et quel est le désir de mon partenaire? Mon partenaire, c'est ta mère dans ce cas-là. C'est quoi le désir de cette personne-là? Et c'est ça que dans la pratique de la pleine conscience intuitive, un partenaire, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est pas de dire, mais moi, je veux ça. Non, c'est toi, qu'est-ce que tu veux? C'est ça l'objectif. C'est ça qu'on cherche à faire dans une pratique de pleine conscience intuitive. C'est de se relier à mon partenaire puis d'être à l'écoute de ce que lui exprime. Et c'est à travers ce processus-là d'expression qu'on peut lui retransmettre de l'information et la personne qui reçoit l'information qu'on lui donne, elle peut nous dire oui, je me reconnais ou non, je ne me reconnais pas, oui, je suis d'accord ou non, je ne suis pas d'accord. Et là, il y a un genre de discussion qui peut en résulter. Et l'objectif, c'est qu'il y ait une forme de communion qui puisse exister entre mon partenaire et moi-même, qui fait que tous les deux, on sent qu'on est en train de cheminer ensemble. Et que si ce n'est pas le cas, ben, il y a un problème, parce que on dit quelque part, on n'est pas en train de trouver, on n'est pas en train de collaborer, on n'est pas en train de trouver un point d'union. Alors, c'est devenu dommage, parce que ça veut dire que la relation ne peut pas se produire comme on le souhaiterait à ce moment-là. Tu comprends? C'est bon? Oui, donc est-ce que j'ai pas mal complété avec toi, ça va? Une autre question qui m'a été posée, je vais prendre peut-être le temps d'amener des éléments de réflexion là-dessus parce que c'était concernant l'alimentation. On me posait des questions sur comment on peut appliquer l'intuition dans le cadre de l'alimentation. Puis c'est une question qui est intéressante. Puis il y a un module d'enseignement qui existe qui s'appelle alimentation intuitive dans le cadre de l'enseignement de la formation personnelle, qu'on retrouve aussi dans la formation professionnelle, qui permet donc de porter de l'attention sur ce thème-là de l'alimentation. L'alimentation intuitive, vraiment, part du principe. Je sais qu'il existe déjà des termes qui s'appellent, j'ai vu justement ce matin, un truc qui s'appelle alimentation intuitive, un livre qui a été écrit justement par des Américaines, des diététiciennes. Alors, il ne s'agit pas nécessairement de cette même approche-là parce que c'est vraiment c'est être davantage à l'écoute de soi, en fin de compte, qui est intéressant en soi. Mais dans le cadre de la pleine conscience intuitive, qu'est-ce qu'on va chercher à faire dans un premier temps? C'est de reconnaître que l'alimentation est vibratoire et énergétique. Il y a le physicien Pop, dont je vous ai déjà parlé, qui a mis en évidence que les cellules du corps absorbent et réémettent de la lumière. Ça veut donc dire que moi, je suis donc un accumulateur de lumière et dans un monde perceptif, je vais donc constater qu'autour de moi, il y a un genre de lumière qui rayonne autour de moi, qui est le reflet de mon activité cellulaire. Donc, les aliments, ce monsieur-là, Pop, a fait les mêmes recherches sur les aliments, puis a observé que, par exemple, sur des pommes, je sais qu'il a fait une recherche sur les pommes, il a constaté que les pommes biologiques, par exemple, avaient un rayonnement supérieur à des pommes qui n'étaient pas biologiques. Ça, c'est un élément anecdotique, je dirais, puisqu'évidemment, il faudrait faire beaucoup plus de recherches pour arriver à établir une constante à ce niveau-là. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'idée de ça, c'est que les légumes, les fruits,
les aliments, quels qu'ils soient, ont donc la capacité d'absorber la lumière. Alors, plus un organisme est vivant, plus un fruit, on parle d'alimentation vivante, cette alimentation vivante va inévitablement être beaucoup plus lumineuse. Ça veut donc dire que toute forme d'aliment vivant, bien, quand on en consomme beaucoup, bien évidemment, on va accumuler de la lumière en soi d'une façon encore plus importante que si on prend des aliments qui sont inertes. Donc, c'est bien évident qu'on va beaucoup encourager l'alimentation vivante par rapport à l'alimentation pour justement être plus en santé, en quelque sorte. Hein. Et ça repose sur cette recherche du FISEPOP, qui veut donc dire que dans la pleine conscience intuitive, lorsqu'on rentre dans un magasin d'alimentation, on pourrait, hypothétiquement parlant, prendre le temps de se relier à chaque fruit, chaque légume qui se trouve présent dans le marché et de déterminer quel est celui qui nous apparaît le plus vibratoirement élevé, c'est-à-dire le plus rayonnant, le plus lumineux. Alors, comment je ferais ça? Mais évidemment, je m'enracine, je mon soleil rayonnant lumineux et je pourrais me syntoniser avec on fait ça rapidement dans un magasin d'alimentation, bien sûr, mais on peut faire un scan de lumière et dire, ah, tiens, celle-ci m'apparaît plus rayonnante, plus lumineuse que ça. Donc, je prends un test, je prends une pomme ou je prends un fruit ou un légume. Et ça peut me permettre de me lier. Donc, OK, je me connecte. Et d'ailleurs, qu'est-ce que les gens font dans les magasins d'alimentation souvent? C'est qu'ils vont prendre dans leurs mains le légume, le fruit, ils vont le regarder, ils vont le cerner en quelque sorte. Donc, on peut le faire intuitivement, ça peut être intéressant. L'autre façon intéressante de procéder avec les aliments, évidemment, ça peut être aussi avec la viande, hein, ça peut être avec les légumineuses, les oléagineuses, etc. On peut s'amuser à faire plein d'évaluations comme ça d'un point de vue énergétique. Et l'autre chose qui peut être intéressante, c'est de prendre l'aliment et d'imaginer, et là on parle c'est un peu comme la déprogrammation, de dire, mais tiens, je prends cette pomme-là, puis je vais évaluer de quelle façon qu'elle va être assimilée par moi. Alors, ça peut être simplement donc à imaginer que je prends la pomme, que je la mange et que je l'insère et je vois comment elle va s'intégrer dans mon système digestif. Alors, il y a deux choses là-dedans. La première, c'est que ça me permet de voir comment je peux évaluer la qualité énergétique de l'aliment. Hein. Je peux évaluer que c'est un bon aliment, ça intègre bien, ça assimile bien, c'est super. Je pourrais aussi observer des réactions dans mon corps. Ces réactions dans mon corps pourraient indiquer que l'aliment, je ne l'assimile pas bien. Il y a deux raisons à ça possibles. Un, l'aliment en question n'est pas pour moi. Et l'autre option, c'est que mon système digestif n'est pas optimal. Alors, vous voyez que là, ça devient intéressant. Ça veut dire que l'alimentation intuitive implique que l'aliment a une certaine qualité vibratoire qui va être en syntonie avec moi, mais aussi que mon système digestif va être en syntonie avec lui-même, c'est-à-dire qu'il va être capable donc de fonctionner optimalement. Donc, ça veut donc dire que ça ouvre la porte à ce que la pleine conscience intuitive s'applique d'une part donc à évaluer les aliments qui conviennent, hein, comme par exemple si on va dans un restaurant, on pourrait regarder l'alimentation, le menu qui est là. Je sais que c'est rare qu'on va au restaurant de ce temps-là, mais si jamais on peut aller au restaurant de nouveau, ben, ça peut être intéressant de se rappeler qu'on peut se synthétiser avec le menu du restaurant et de dire ben, qu'est-ce qui serait en accord avec mon besoin, mon système digestif et se lier à notre intuition pour le déterminer. Donc, ça peut être intéressant de faire ça comme ça, parce que moi, je le fais souvent, puis souvent, c'est un peu plate, parce que des fois, il y a des choses que j'aurais envie, hein, d'une façon plus psychique, des désirs plus mentaux, et que mon corps, lui, va m'aiguiller vers autre chose. Donc, je vais prendre le temps de discuter avec lui pour comprendre ça, puis je vais choisir à partir de là. Donc, vous voyez, il y a plein de trucs comme ça qui peuvent être intéressants pour devenir plus conscient de notre façon de nous alimenter. Et ça ouvre la porte, évidemment, cette alimentation intuitive avec, on pourrait dire comme ceci, l'herboristerie intuitive, hein, ou la phytothérapie intuitive, ou la naturopathie intuitive, c'est-à-dire que ça ouvre la porte, évidemment, à ce qu'on puisse aussi déterminer l'effet de plantes sur notre corps, dans le sens où on voudrait justement faire une action sur notre système digestif, par exemple, puisqu'on pourrait constater qu'il ne fonctionne pas optimalement. Donc, ça pourrait nous amener à cette voie-là également. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la médecine chinoise qui a tout développé un système de pharmacopée chinoise qui est très, très complexe avec des plantes et des formules. C'est une mauvaise presse, la pharmacopée chinoise, depuis longtemps, parce qu'évidemment, elle n'est pas en harmonie avec notre pensée occidentale. Hein, il faut savoir que c'est une médecine très, très ancienne. Il faut savoir qu'elle s'est beaucoup renfermée sur elle-même parce que beaucoup de termes sont des termes qui sont un petit peu obscurs, un petit peu étrangers pour notre pensée à nous. Mais quand on s'y attend, quand on s'y intéresse, on découvre quelque part que pour moi, c'est la médecine intuitive qui existe dans le monde actuellement. C'est la médecine la plus intuitive que la pharmacopée chinoise.
parce que tous les termes qui permettent de comprendre l'usage des plantes et l'usage au niveau du corps humain de ces plantes-là sont vraiment très intéressants d'un point de vue énergétique et nous permettent vraiment de comprendre des choses. Et moi, ça m'en suis beaucoup inspiré de cette connaissance-là pour aller plus loin dans ma compréhension de l'énergétique aussi. Puis dans mes enseignements, c'est beaucoup traduit ce désir-là que j'ai à ce niveau-là. Donc, encore une fois, ce que les Chinois ont fait il y a bien, bien longtemps, c'est qu'ils ont pris le temps de prendre chaque plante et de regarder intuitivement qu'est-ce qu'elle faisait, cette plante-là, dans le corps humain. Et c'est comme ça qu'ils ont développé la pharmacopée chinoise. Donc, c'est très intéressant de comprendre tout ça, parce que ça nous permet donc de mieux cerner, justement, encore une fois, tout cela. Il y a un Américain également qui a écrit un livre, justement, sur l'utilisation des plantes occidentales en tant qu'avec l'énergétique chinoise. Et c'est très intéressant aussi, il s'appelle Peter Holmes, pour ceux qui sont intéressés à aller plus loin à cette chose-là. L'autre chose que j'avais peut-être... Son nom? Peter Holmes. Peter Holmes. Oui, je peux même te montrer le livre qui a été écrit, mais je ne sais pas si tu vas le voir peut-être à l'envers, mais c'est un gros livre, tu vois. C'est un mec qui a écrit un livre, il a repris beaucoup de plantes nord-américaines et c'est très bien fait son livre. Moi, j'aime beaucoup. C'est un mec que j'ai connu un petit peu par l'entremise de mon ex-compagne et c'est vraiment quelqu'un de très féru, un rat de bibliothèque. Hein, il passe sa vie à faire des études pour comprendre mieux la médecine, la santé. Alors, c'est quelqu'un qui a fait ce livre-là qui est vraiment exceptionnel sur l'utilisation de la médecine chinoise, mais avec des plantes occidentales, ce qui est vraiment très rare. Il y a très peu d'auteurs qui se sont lancés là-dedans. Et lui s'y est lancé vraiment d'une façon très importante. C'est un livre de 1000 pages presque. Hein, donc, il y a vraiment une compréhension de tous les systèmes à travers ça. Donc, c'est quand même très intéressant. Et l'autre chose que j'aimerais peut-être aborder aussi, qui va te toucher aussi, Nathalie, parce que ça va te concerner peut-être un peu, c'est qu'il y a un neuroscientifique, non, pas un neuroscientifique, c'est un expert du cerveau. C'est un neurologue et nutritionniste. C'est David Perlmutter. J'en ai parlé récemment dans une petite conférence sur les neurosciences et l'éveil, mais j'en parle encore une fois aussi toujours par rapport à cette notion de l'alimentation, parce que ce mec-là, il s'est intéressé donc au fonctionnement du cerveau. Et comme c'est un neurologue, bien évidemment, c'est un expert du cerveau. Puis c'est un gars qui est un avant-gardiste dans le sens que c'est une des personnes les plus importantes dans la médecine fonctionnelle. La médecine fonctionnelle, c'est un courant américain qui est très intéressant parce que ce sont des médecins qui se sont dit, nous, on constate que la médecine telle qu'elle est actuellement n'est pas optimale. Elle s'adresse trop aux gens malades et elle ne s'adresse uniquement aux gens malades. Nous, ce qu'on veut, c'est une médecine préventive qui s'intéresse à comprendre qu'est-ce qui amène la maladie, qu'est-ce qui amène les perturbations. Donc, il propose plein de bilans non intrusifs, des moyens d'évaluer la santé d'une personne qui sont très intéressants. Et Perlmutter, c'est un des gens qui sont les plus responsables de ça aux États-Unis. Et il a écrit un livre qui est particulièrement intéressant parce que c'est un livre qui peut paraître un peu inusité, c'est Neurosciences et chamanisme, les voies de l'illumination. Alors lui, donc, c'est un homme qui est assez ouvert, qui est un scientifique, mais en même temps qui a compris, qui a accepté l'idée que la voie chamanique était une voie finalement qui permettait d'accéder au cerveau, à la connaissance du cerveau, à la compréhension du cerveau, et que les voyages chamaniques étaient une façon d'appréhender donc notre conception du cerveau d'une façon différente. Et il s'est donc intéressé beaucoup à ça. Puis il a écrit ce livre avec un chaman, justement. Et bon, le travail, ce que le chaman propose dans le livre, je l'ai trouvé moins inspirant, mais ce que lui propose est très intéressant. Et il propose un protocole pour augmenter les fonctions cognitives, justement. Et donc, c'est intéressant pour ceux qui sont intéressés donc, à comprendre qu'est-ce qui pourrait être fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter les fonctions cérébrales, garder le cerveau en santé. Et lui, ce qu'il dit, c'est que si on garde le cerveau en santé, bien, ça nous permet de nous éveiller, dans le sens que pour faire un éveil spirituel, il faut avoir un cerveau cérébral qui soit optimal. Plus on a cette fonction cérébrale optimale, plus cet éveil-là va être optimal aussi. Donc, encore une fois, tout le processus de l'alimentation intuitive, bien évidemment, ça contribue aussi à comprendre que si moi, je veux développer une spiritualité dans ma vie, ou même une démarche de pleine conscience intuitive, je dois avoir une bonne capacité de concentration, je dois avoir un cerveau qui est capable donc de fonctionner optimalement. Et dans ce sens-là, lui a proposé un protocole qui est très intéressant dans son livre, qui donne des pistes intéressantes pour justement augmenter à quelque part nos fonctions cérébrales. Mais évidemment, vous savez qu'il existe des produits de santé qui peuvent avoir ces fonctions-là. Mais lui, comme c'est un neurologue et comme c'est beaucoup intéressé
un nutritionniste également, ben, il donne un protocole qui est vraiment très intéressant dans son livre, qui peuvent donc avoir une incidence intéressante sur les fonctions cérébrales également. Donc, vous voyez qu'à travers cette démarche-là, donc de l'alimentation intuitive, ben, l'objectif, finalement, c'est quoi? C'est de chercher justement, non pas à évaluer intuitivement ce qui nous est proposé, tout comme ce que ce monsieur-là propose, ben, c'est un chercheur, il a donc proposé des produits pour travailler sur les fonctions cérébrales, mais évidemment, il existe plusieurs produits aussi sur le marché pour favoriser les fonctions cérébrales. L'idée, c'est qu'intuitivement, on peut évaluer la qualité énergétique du remède en question. Tout comme un aliment a de la lumière, bien évidemment, toute forme de remède que on peut être en interaction, bien, dégage une certaine lumière, une certaine énergétique. Et c'est intéressant donc de pouvoir évaluer ça pour mieux mesurer de quelle façon ce produit-là peut nous aider aussi. C'est ce qui peut introduire quelque chose en soi. C'est intéressant donc de se le rappeler. Et puis actuellement, la médecine quantique met beaucoup en évidence cette notion-là, que des appareils de mesure quantique, on peut maintenant reconnaître qu'il est possible donc de dire, bon, on tient des électrodes au bout de nos mains souvent, au bout de notre tête, et cette électrode-là va nous permettre de nous mettre en relation avec une série de remèdes possibles. Puis l'appareil va nous dire quels sont les remèdes qui équilibrent notre énergie. Alors, c'est pour faire comprendre effectivement que la science, la médecine quantique, nous approche d'un monde futur et que la démarche intuitive nous permet donc de mieux comprendre cette voie-là, en fin de compte, en comprenant justement qu'il est possible donc effectivement de faire des changements sur notre énergie en étant capable de comprendre que tout est vibratoire, tout est énergétique et que l'alimentation n'est pas étranger, les remèdes non plus. Les remèdes allopathiques, même chose, on peut très bien se relier énergétiquement parlant avec un remède allopathique pour déterminer la qualité vibratoire énergétique du remède en question. Il y a un monsieur qui s'appelle Immune qui avait fait une recherche pour moi qui était un truc que je trouve très intéressant. C'est un millionnaire, un homme d'affaires, donc je pense qu'il a beaucoup d'argent. Il a été voir un guérisseur et s'était dit, moi, je veux retrouver le soin de guérisseur, mais par mon entremise. C'est un drôle de... C'est ça son idée. Et il a donc développé des circuits de cuivre, des petits segments de cuivre dans lesquels il y avait des fils de connexion de cuivre avec des bâtons de cuivre. Et il disait que c'est appelé ça des circuits biocircuits ou circuits immunes. Je pense que c'était circuit immune. Immune, c'est lui qui l'avait développé. Et il a commencé à faire plein de recherches avec ça, à se mettre lui-même en circuit avec lui-même, donc à constater que ça faisait du bien, que ça amenait une circulation énergétique plus grande en lui. Ensuite, il a commencé à le faire avec des groupes de gens. Donc, les gens étaient en reliés avec des fils de cuivre et tout le monde, finalement, faisait des méditations collectives. Et après ça, il commençait à s'intéresser à relier ces groupes de personnes-là avec des produits qu'ils nommaient pas au départ. Et il demandait aux gens de leur dire qu'est-ce qu'ils ressentaient. Il a essayé avec le café, avec la drogue, le pot, par exemple, la chiche. Il a essayé avec des médications, l'aspirine. Il a essayé avec des plantes, il a essayé avec des métaux, avec des pierres. Il a essayé toutes sortes de choses. Et c'est intéressant de constater que les gens ressentaient des effets différents selon avec quoi ils étaient en circuit. Donc, ça, finalement, pour vous dire que le cuivre va amplifier les signaux. Alors, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Une santé de cuivre parce que je crois que le cuivre est vraiment intéressant pour nous relier davantage avec ce qui se passe en soi. Et ce monsieur-là, c'est un des éléments qui m'a amené vers cet ouvrage-là. Donc, c'est intéressant de comprendre que, tout ce qui émane de la vie, quelque part, a une certaine énergie. Puis nous, par le biais de la pleine conscience intuitive, on peut donc apprendre à discerner ce qui est bon pour nous, ce qui est moins bon pour nous. Et dans ce sens-là, de faire des choix conscients dans l'alimentation, dans les remèdes qu'on peut prendre grâce à la pleine conscience intuitive. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous transmettre, de partager avec la question sur l'alimentation intuitive. Est-ce que vous auriez des questions? C'est bon? Que moi, sinon, j'aurais pas mal terminé ce que j'avais à vous dire. C'était la petite question du jour sur l'alimentation intuitive. Et il y avait donc les questions, les commentaires de Nathalie qui étaient là aussi pour chercher donc à répondre un petit peu, à nourrir un petit peu ce webinaire qui avait pour objectif donc de répondre aux questions que vous pourriez avoir sur la pleine conscience intuitive. Donc, je vais donc m'arrêter ici s'il n'y a pas d'autres commentaires, pas d'autres questions. Alors, donc, vous allez recevoir en début de juin des invitations pour de nouvelles activités que je vais vous proposer très bientôt. Et évidemment, ça me fera plaisir donc de vous revoir lors de la prochaine conférence qui aura lieu donc au mois de juin, comme d'habitude. Donc, je vous dis à très bientôt.
très belle soirée, très belle fin de journée pour ceux du Québec, très belle fin de soirée pour les gens de l'Europe. Et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.